Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la vidéo d'Assermandax qui s'intitule Assermandax ne sait-il pas ce qu'est un garçon ou une fille? Donc ça fait suite à un thread sur Twitter dans lequel, avec le compte de la tronche en biais, Assermandax nous expliquait que la communication d'une psychologue qui disait à une petite fille qu'elle ne pouvait pas devenir un garçon était désastreuse. Et il est ensuite entré en discussion avec plusieurs personnes qui ont débattu avec lui sur la définition de fille, de garçon et la raison pour laquelle il est impossible de changer de sexe. Et Mandax, à mon avis, était très condescendant dans sa manière de répondre à ses intervenants, et notamment à l'une d'elles qui expliquait qu'il n'y avait pas vraiment de débat sur le sujet et à laquelle il a intimé de se taire dans ce cas-là. Il a maintenant conçu une vidéo dans laquelle il s'exprime plus largement sur le sujet. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire dessus. Je ne l'ai pas vu auparavant. Bonjour tout le monde, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas influencer par le titre de la vidéo. Ce ne sera pas une vidéo drama ou politique, on va faire de la zététique, l'art du doute méthodique. Alors qu'est-ce qui se passe? Une frange de l'internet, auto-remontée contre les LGBT et les sciences humaines qui se penchent sur les questions d'oppression, de domination, me tombe dessus depuis des semaines, avec agressivité, avec assiduité et beaucoup de moqueries, ils se pensent tous très drôles, en disant que moi je fais honte à la zététique, à ne pas savoir reconnaître un garçon d'une fille. Et c'est vrai, c'est grave, hein. Bon, il n'y a pas que la droite, l'extrême droite qui te tombe dessus. Hein. Les woke de gauche, on est là aussi. D'habitude, tout ça est régurgité par un paquet d'ahuris qui glissent ce nouvel élément de langage dans leurs attaques et qui ressortent l'ancienne, le refrain du fait qu'on serait trop politisé. Alors naguère, une petite bande disait la zététique c'est de droite, donc c'est pas bien. Et maintenant un gros paquet de gens disent ah bah la zététique c'est de gauche, c'est woke, donc c'est pas bien. Écoutez, on a compris. D'accord. Alors, là-dessus, au milieu. Il est pas content parce que des personnes, puis d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec les premières, lui ont fait, ou ont fait à d'autres personnes représentant la zététique des critiques qui peuvent se rapprocher les unes des autres au fur et à mesure du temps. Ok. En dessous, au-dessus, Dalibor de la chaîne Psychédélique a encore sorti cette vidéo pour dire à quel point il était un meilleur zététicien que moi. Non mais Dalibor n'essaye pas d'être sérieux à aucun moment de ses vidéos. C'est un homme qui surfe uniquement en faisant des hommes de paille et du déshonneur par association, et malheureusement, et c'est là où il a, parce que Dalibor il a parfois un petit peu raison sans le faire exprès sur certains points, et c'est là où c'est pas faux sur le fait que Assermandax, sur ce sujet-là, part aussi en homme en biais et en déshonneur par association. Le déshonneur par association, on vient de le voir dans les secondes précédentes, c'est-à-dire que il nous explique, il part de fait, hein, il dit depuis des semaines, des personnes de droite me tombent dessus, de droite, d'extrême droite. Ça, très certainement, c'est un fait, je ne le nie pas. Mais du coup, en nous disant ça a tendance à mettre dans la tête des gens le fait que si tu n'es pas d'accord avec la définition du genre qu'il nous donnera certainement, là je lui fais un procès d'intention, hein, mais qui donnera dans la suite de sa vidéo, alors tu fais partie de cette frange de droite, d'extrême droite. Et on n'a pas envie d'être du mauvais côté de la zététique, d'être du mauvais côté de l'histoire. Donc c'est une pression qui est mise au-delà des arguments que j'espère il nous fournira sur sa définition de ce qu'est une fille et un garçon, s'il le définit. Eh bien, le fait de nous rappeler que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui sont de droite et d'extrême droite, déjà ça situe, même avant de recevoir les arguments, le téléspectateur là où il souhaite se retrouver. Il dit que c'est une blague, mais après il le répète, donc on sait plus trop ce qui est une blague et ce qui n'est pas une blague avec ce monsieur. Bon. Ça m'étonnerait qu'il soit sérieux. Des gens, puisque ce conflit a fait perdre plus de 1000 abonnés à la tronche en biais, entre 1000 et 2000, ce qui est beaucoup. Alors,
À mon avis, là encore, je pourrais pas vous fournir de sources sur le sujet puisque j'en ai aucune idée. Mais à mon avis, ce n'est pas seulement Psyodélique et ses vidéos, ou même majoritairement, qui ont fait perdre sur ce sujet des abonnés à la tronche en biais. Je serais étonnée de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent à la fois Psyodélique et la tronche en biais. Bon, c'est mon cas. Je regarde au premier degré la tronche en biais parce que la qualité de leur contenu m'intéresse, habituellement. Et je regarde au second degré Psyodélique, puisque je m'intéresse à savoir ce que le camp d'en face, comment le camp d'en face réfléchit, les rhétoriques des mecs de droite et d'extrême droite. Donc effectivement, je regarde les deux chaînes. Mais je ne pense pas que ce soit une majorité de personnes, et je ne pense pas que ce soit l'avis de Psyodélique qui ait fait perdre des milliers d'abonnés à la tronche en biais, mais bien leur positionnement sur le sujet, l'idéologie qu'ils choisissent de défendre, qui n'est pas au goût des personnes qui ont décidé de se désabonner. Ça n'est jamais arrivé en 8 ans. Alors là, il vient de nous dire, ça n'est jamais arrivé en 8 ans que la tronche en biais perde des milliers d'abonnés. Ah oui, mais est-ce que c'est arrivé en 8 ans que vous vous positionnez sur un sujet aussi clivant politiquement, parce que lorsqu'on parle d'ufologie, lorsqu'on parle des extraterrestres qui ont construit les pyramides, des Atlantes, des champs magnétiques, en fait, le public habituel de la tronche en biais est plutôt d'accord, même avant les arguments qui sont avancés, avant les discussions, avant les entretiens, avant tout ça, on est déjà du même côté de la barrière, quoi. Alors que sur le sujet, définition du genre, sur un sujet aussi clivant que ça, là, forcément, la prise de position de la tronche en biais va impacter sur le mécontentement de leur base habituelle. Il y avait eu le cas, le moment où ils avaient parlé d'homosexualité, où ils s'étaient un peu positionnés sur le caractère inné ou acquis de l'homosexualité, mais peut-être que c'était moins clivant que la question du genre. Donc il se passe quelque chose. Ceci dit, je constate que c'est quand même vachement à la mode de dire la zététique me déçoit vachement trop, du coup je me désabonne de la part de gens dont on ne sait pas s'ils étaient abonnés et qui ont des comptes qui partagent et qui sont abonnés à tout ce que la composture fait de pire. Ce qui, je dois vous l'avouer, en moi, suscite le doute. Oui, mais là encore, on est... Bon, de toute façon, on est dans l'introduction, hein, c'est bien chapitré, on est dans l'introduction. Donc on n'est pas dans le cœur du sujet. Donc la critique que je lui fais, bon, est pas forcément légitime. Mais il nous explique que ça le blesse, ou ça le déçoit, ou ça l'énerve. Enfin, en tout cas, là, on a de l'émotion sur le fait que des personnes lui indiquent se désabonner parce qu'ils sont déçus de son contenu. Et il le fait en prenant une voix, voilà, on est dans la condescendance, on est dans la moquerie. En fait, grand bien leur face si des gens se désabonnent. Et effectivement, parmi les gens qui disent se désabonner, il y en a certainement une grande partie qui n'étaient pas abonnés à la tronche en biais et qui essaient juste de te faire ressentir ces émotions négatives. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? Face à tout ça, il y a plusieurs réactions possibles. Option 1, batailler, pied à pied, répondre à chaque attaque, à chaque homme de paille, à chaque commentaire, consacrer mon temps à essayer de convaincre tout le monde, faire un burn-out et mourir. Pas besoin d'être réussi. Et choisis l'option 6, essayer de tirer quelque chose d'utile, de constructif, de tout ça, en donnant des explications contextuelles sur l'origine des propos qu'on me reproche, en apportant des éléments qui vous permettront peut-être de mieux comprendre ce que dit la science sur ces questions, et en défendant ma manière de concevoir les esthétiques et de la pratique. Je fais ça parce que dans le climat actuel, il y a peut-être, sûrement, des gens sincèrement inquiets à l'idée que sur cette chaîne, on se radicalise, on devient politique, on perd les pédales, voilà, et ces gens méritent qu'on leur parle et qu'on les rassure peut-être. Soyons méthodiques, soyons zététiques. Je précise, encore une fois, avant d'entrer dans le vif du sujet, que je ne suis pas un expert sur la question du genre, que je ne suis pas un militant de cette thématique. Cette vidéo n'a pas vocation à décréter une vérité absolue sur le sujet, mais d'élaguer un peu les herbes folles qui servent la pagaille. Si je parle du sujet, en fait, au départ... Mais ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu parles du sujet au départ ?
Ça nous intéresse. Simple, c'est que je suis extrêmement étonnée du niveau de certitude stratosphérique de ceux qui veulent imposer leur avis. Et je pense qu'on gagnerait tous à Bah oui, parce que c'est un sujet qui a des impacts sur nos vies en fait. appliquer un précepte. Écoutez, je vous le donne, c'est gratuit. Un précepte qui dirait un truc du genre jugez-moi pour comprendre mieux. Allons-y, partie 1, le contexte. Le 7 juillet 2019, je réagis au tweet de la revue Psychologie qui partage l'avis d'une psychanalyste. Alors, la psychanalyse, on en a un peu marre, quasiment le monde entier s'en est débarrassé, mais en France, on continue d'aimer cette pseudo-science criminelle qui s'affiche dans tous les médias. C'est un petit peu une honte, ça m'énerve, mais ça n'est pas le sujet. Alors je repose le micro, je me calme, et revenons au sujet. Cette psychanalyste répond à la question de Lucie, 6 ans, qui demande « Je veux devenir un garçon, pourquoi n'est-ce pas possible ?» Et la réponse de la psychanalyste est « Tu ne peux pas devenir un garçon, Lucie. » Et tout part de là. J'ai remis en question la réponse de cette psychanalyste, et je vais analyser ce qu'elle dit dans un instant pour vous. Et Je me suis Ouais, c'est vrai que c'est fâchant. C'est vrai que c'est fâchant que quand une petite fille de 6 ans demande si elle peut changer de sexe, puisque les filles sont les individus de sexe féminin de l'espèce humaine prépubère et que les garçons sont les individus mâles de l'espèce humaine prépubère également. Bon, bah quand elle nous explique, cette petite fille, qu'elle veut changer d'organes génitaux, d'hormones sécrétées et de capacités de son corps, et qu'on lui répond bah non tu peux pas, c'est vrai que c'est fâchant. Je comprends. Cultiver des tas de gens très intelligents qui m'ont sorti leur cours de biologie du collège pour me montrer à quel point je suis complètement crétin et téléguidé par de l'idéologie parce qu'eux ils savent, etc. Et depuis cet épisode, essentiellement, je me contente de temps en temps d'aller demander sur Twitter à ceux qui ne veulent pas que Lucie puisse devenir un garçon de me donner la définition sur laquelle ils s'appuient pour énoncer une telle interdiction. Donc, d'un côté, il reproche, il dit que il sous-entend que les gens n'ont pas compris le propos et sont à côté de la plaque lorsqu'il lui donne une définition de ce qu'est une fille et un garçon basée sur le sexe. Lorsque la définition de ce qu'est une fille se base non pas sur des stéréotypes de genre ou sur un rôle dans la société, donc sur le genre, mais sur le sexe, lorsqu'ils définissent être une fille comme étant le sexe de l'individu. Il reproche aux gens de faire ça. Et juste après, il dit ouais, et puis je vais en chercher certains pour leur demander sur quelle définition ils se basent. Bah du coup, si tu leur demandes sur quelle définition ils se basent, bah ils vont se baser sur leur définition qui est celle du sexe. Et ça, c'est pas aussi important qu'à moi, quand même. Ça n'est rien, mais je pense que c'est important de demander que celles et ceux qui veulent interdire l'usage d'un mot, parce qu'en fait tout ça se résume à un usage de conflit d'un mot, que ces gens soient capables de donner une définition. Alors, les gens qui veulent interdire l'usage d'un mot, c'est quel mot qu'on veut interdire d'utiliser? Parce que là je suis très étonnée parce qu'il est en train de nous dire, parce que l'interdiction d'utiliser le mot fille, garçon, femme, homme, il est plutôt pas dans les individus qu'il nous décrit. Donc là, je ne sais pas de quoi il nous parle. précises, de donner les contours du mot qu'ils veulent interdire aux autres. Oui, ça me paraît la moindre des choses. Dans cette situation, moi, je n'impose rien à personne. Je me contente de douter de la réponse d'une psychanalyste et de la certitude de tous ceux qui... Alors, il s'est pas contenté de douter. Hein. Il est dans le tweet dans lequel il répond à cette psychanalyste, il utilise le mot navrant ou désastreux. Je me souviens plus exactement le mot utilisé, on ira vérifier, mais il fait un jugement sur la réponse de la psychanalyste. Donc c'est pas seulement qu'il doute, il est certain qu'elle dit de la merde. Apparemment, savent mieux qui est Lucie que Lucie elle-même. Voilà, je trouve ça un peu gonflé. Et moi, ce que j'apporte, Mais, alors, oui, il y a énormément de personnes qui savent mieux que Lucie 6 ans qui est Lucie 6 ans. Si tu demandes à Lucie 6 ans comment fonctionne la synthèse de la vitamine D à partir des UVB, Sophie 6 ans sera incapable de te répondre, ou peut-être qu'elle va te répondre que les arcs-en-ciel lui donnent de l'énergie, et ça en fera pas une réalité. Le ressenti de je ne me souviens plus le nom de la gamine déjà, de Sophie
n'en fera pas une réalité. Tout le monde qui a fait de la physiologie animale, de la biologie, de l'anatomie, sait dire à cette petite fille de 6 ans des choses sur elle qu'elle ignore. Bien évidemment. On va pas pouvoir parler à la place de cette petite fille de ses goûts, justement de ses ressentis. Mais par contre, sur ses capacités physiques, sur des éléments qui la définissent physiquement, oui, il y a plein de gens qui savent mieux que cette petite fille qui elle est, comment elle fonctionne. Hey, Bill. How was your weekend? Just watched a lot of football. You? Found out my son's actually a girl. What? Yeah, we're all hanging out on the couch watching Netflix together, and Tommy turns to Sarah and me and says, I'm a girl now. Wow. Yeah, I had no idea, but who am I to question my 3-year-old child, right? Yeah. You're just his parent. Well, it's not actually his. Right. Sorry, her. Well, You're just her parent. Or is there another preferred pronoun? Never heard that before. yeah, me neither. Learn something new every day, right? So did, start kindergarten yet? Oh, no. Said, no school. Also, we're starting on hormone blockers next week, so I don't really have a lot of free time. Hey, that's parenthood. Yeah? Guys, my son's an astronaut. No way. Congrats! Way to go, Martha! Thanks. It's all happening so fast. Yesterday, I went into his room to wake him up from his nap, and I found him sitting on the edge of his bed with his Buzz Lightyear helmet on, screaming, I'm an astronaut! I'm an astronaut! What an accomplishment. So what happens now? We launch him into space. Really? You think so? I mean, we haven't heard back from NASA, but he says, I go to the moons tomorrow! Whoa. The moons. Kids grow up so fast these days. Tell me about it. 1 minute I'm spoon-feeding my 10-month-old applesauce. The next minute, he doesn't need my help. Your 10-month-old is eating on his own? No. My 10-month-old doesn't need food anymore. Really? Yeah. He just says, I don't want it, and then crawls away. Doesn't need to eat food. That's so advanced. Hey, kids are just more mature now. C'est du doute. Vous avez le droit de ne pas aimer ce que je raconte, mais vous aurez du mal à expliquer que ça n'est pas de la zététique. Revenons à la réponse de la psychanalyste. Ah si, parce qu'on est dans le de Nous sommes ici parce que tu es né comme ta mère, dans un corps de fille. De même que ton frère est né comme ton père, dans un corps de garçon. Et ça, on ne va pas le changer. Il détourne les propos de cette dame. Enfin, détourner, c'est pas le bon mot, mais elle n'a pas dit, puisqu'on a le screen sous les yeux, on ne va pas le changer, ce qui démontrerait que c'est une volonté personnelle, et qu'on dit non, on peut le faire, mais nous on va pas le changer, on va te laisser souffrir dans ta dysphorie. Non, ce qu'elle lui dit, c'est on ne peut pas changer le corps dans lequel on est. Et ben, jusque-là, c'est pas faux, quoi. Pardon. Ça veut dire quoi, naître dans un corps de fille? Moi, je suis né dans mon corps. Et si on me disait que je suis né dans un corps de garçon, ça voudrait dire que je suis une chose, une entité qu'on a placée dans un corps. C'est une conception dualiste. Ça n'est pas... Donc là, il va essayer, encore une fois, un retournement accusatoire. Il va expliquer que c'est nous qui utilisons le concept d'âme. Alors, nous sommes notre corps, donc effectivement, je suis d'accord avec lui. Être né dans un corps, ok, c'est vrai, c'est pas la bonne formulation. Nous sommes notre corps, et donc nous ne pouvons pas changer de corps parce que nous sommes notre corps. Les personnes dualistes qui disent justement qu'elles sont nées dans le mauvais corps, et que donc il y a cette idée d'âme dans le corps et de corps qui n'est pas la personne, c'est plutôt pas dans notre camp du coup. Et je suis abasourdie qu'il arrive à retourner ça en prétendant que c'est les gens qui ont une définition de filles et de garçons basée sur le sexe qui auraient cette vision dualiste. Parcimonieux. L'approche la plus raisonnable, la plus rationnelle, la plus zététique et aussi la plus matérialiste, elle consiste à dire que, jusqu'à preuve du contraire bien sûr, je suis mon corps et pas une chose qui habite mon corps. Tout à fait, on est d'accord. Plus précis, je suis la conscience que mon cerveau, en relation avec mes organes, produit à chaque instant. Ok. Selon ce point de vue, qui peut se discuter, bien sûr, mais qui est le plus zététique que je connaisse, vous n'êtes pas né dans un corps de fille ou de garçon, vous êtes né dans votre corps. Vôtre, il est unique. Et ensuite, on l'a rangé dans une catégorie ou dans une autre, pour plein de raisons, plus ou moins bonnes. Revenons à la psychanalyste. Parce que
On ne peut pas revenir en arrière et renaître dans un corps différent. Cela fait partie des limites que la vie nous impose. Elles peuvent nous mettre en colère parce que nous aimerions n'en avoir aucune et pouvoir réaliser tous nos désirs et accomplir tous nos rêves. Devenir fille si on est garçon, ou garçon si on est fille, ou même, pourquoi pas être les deux à la fois. Et en plus, voler comme les oiseaux et nager comme les poissons. On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Posons une hypothèse, on est dans l'hypothétique. Et si jamais le cerveau de Lucie produisait une conscience qui se reconnaît comme plus proche des attributs traditionnellement associés aux garçons, plutôt qu'à ceux associés traditionnellement aux filles. Et si l'identité de genre était aussi une question biologique, physiologique, biochimique? Je n'en sais rien. Mais c'est une hypothèse qu'il faudrait tester avant de l'écarter et d'être aussi léger comme ça dans la manière de traiter Lucie, qui aurait des rêves, quoi. C'est une fille, elle rêve. Je vous rappelle qu'il existe des résultats montrant que de tels facteurs biologiques sont impliqués dans l'orientation sexuelle. On n'est pas hétéro ou homo par choix, ou parce qu'on a été influencé par une mère castratrice, comme les charlatans de la psychanalyse l'ont répété. Alors là, du coup, il part sur un autre... sur un autre sujet, donc de l'homosexualité, donc sur quelque chose sur lequel ces viewers, les téléspectateurs ont plus de chances d'être d'accord avec lui, de dire ah bah oui quand même, ouais non c'est homophobe ça. Oui, donc il a dit donc les charlatans de la psychanalyse, donc vu que cette personne-là est psychanalyste, il lui prête un peu ses propos, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais en tout cas, en nous tenant cette phrase-là, ça nous laisse penser qu'il lui prête ces propos-là. Et donc, vu que la psychanalyse a dit dans le passé que c'était des mères castratrices qui causaient l'homosexualité, donc quelque chose, un propos qui était misogyne, eh bien... En parallèle, ça nous met dans un mindset où ça doit être aussi du sexisme que d'affirmer qu'une petite fille peut se comporter comme elle en a envie, avoir les goûts dont elle a envie, mais qu'elle n'a pas besoin pour autant de changer son corps pour le faire ressembler au sexe opposé, puisque en réalité... ses goûts et ses comportements ne devraient pas être liés à un sexe et qu'elle ne peut pas, qu'il est impossible pour elle de changer de sexe, puisqu'il est impossible de changer de corps, puisque nous ne sommes pas dans un corps mais que nous sommes notre corps. Voilà, il essaye de nous mettre en parallèle les deux idées de la misogynie, de la mère castratrice de cette idée que ça engendrerait l'homosexualité et du propos tenu par la psychanalyste dans le papier qui nous a screené et qui est à l'origine de cette histoire. Ils l'ont répété pendant longtemps et continuent peut-être de le croire. On est hétéro ou homo parce que quelque chose dans l'histoire de la construction de notre cerveau nous amène à exprimer telle ou telle attirance ou préférence, c'est-à-dire aucune, aussi. Et nous avons appris lentement, on a fallu se battre, à nous débarrasser des comparaisons insultantes qui rapprochaient l'homosexualité de la bestialité ou de la pédophilie. On a compris que c'était indigne de faire ces comparaisons. A-t-on compris que c'était indigne de faire ces comparaisons? Aucun rapport. Aucun rapport entre les deux sujets. Ton genre est relégué au niveau du rêve de voler comme des oiseaux. C'est quand même vachement léger. Alors, parenthèse. Donc, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Lorsqu'il nous parle du lien homophobe entre homophobie, zoophilie, pédophilie, et lorsqu'il nous reparle de Lucie, 6 ans, qui ne peut pas devenir un garçon. Alors là, je n'ai pas suivi le raisonnement. Je suis désolé, je me sens obligé de mettre les points sur les i pour éviter les comparaisons bizarres et une grande panique et tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire de la chirurgie ou des traitements hormonaux à la petite Lucie, 6 ans. Tant mieux. Je ne sais pas comment il faut traiter ça, quelle est la bonne manière de l'écouter et de l'accompagner pour qu'elle vive sa meilleure vie. Je répète, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je laisse ça aux gens dans le métier et qui sont à jour de ce que la science en dit. On est d'accord. Je suis très étonnée par le nombre de gens qui sachent, y compris une psychanalyste qui rend un verdict définitif. Ah, attends. La psychanalyste, parce que, bon là tu lui fais un procès d'intention, elle a jamais dit qu'il ne fallait pas que Lucie subisse des opérations de mutilation génitale. Elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'elle subisse d'hormonothérapie, et elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas respecter ses pronoms. Elle, pareil que toi, elle a rien dit sur le sujet. Elle a juste expliqué à Lucie qu'elle ne pouvait pas changer de corps. Jusque-là, du coup, vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord, tout le monde est d'accord. D'avoir vu la personne en question.
Fin de parenthèse, la psychanalyste poursuit. On a le choix. Continuer à réclamer ce que l'on n'a pas, ou accepter de vivre avec ce que l'on a et qui n'est peut-être pas si nul que ça. Et là, le problème, il est grave. Pardon, il me semble très maladroit et très violent de dire que Lucie veut ce qu'elle n'a pas quand en réalité, Lucie exprime qu'elle est autre chose que ce qu'on lui dit qu'elle est. Notre psychanalyste fait comme si... Mais attends, Lucie, elle a jamais exprimé qu'elle était autre chose que ce qu'on lui dit qu'elle était. Que ce qu'on lui a dit qu'elle était. Elle a jamais dit ça à la gamine. Sa question, c'était « Pourquoi est-ce que je ne peux pas devenir un garçon ?» Elle a pas dit « Je suis un garçon », elle a pas... La gamine, on sait pas ce qu'elle pense jusqu'à présent. Là, c'est pareil, on lui prête des intentions à cet enfant. Elle a jamais dit qu'elle voulait devenir un garçon ou elle n'a jamais exprimé les raisons pour lesquelles elle voudrait changer de sexe. Être autre chose que ce qu'on me dit que je suis était équivalent à ne pas avoir ce que je désire. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau d'absence d'écoute de cette psychanalyste? Mais au contraire, là, on parle d'absence d'écoute. La psychanalyste, je me souviens plus ce qu'elle dit dans son screen, mais je trouvais que la phrase était pas mal foutue. Il faut qu'on explique à ces enfants-là et aux petites filles de manière générale qu'en réalité, leurs corps ne sont pas la raison de limites, que les limites en question, c'est en fait le genre, donc c'est en fait les stéréotypes et les rôles qu'on attribue à ces enfants en fonction de leur sexe. Ça a une limite, mais en réalité, si Lucie, ce qu'elle veut, c'est jouer au foot, pisser debout et devenir président de la République, eh bien, son corps n'est pas une limite à ses goûts et à ses comportements souhaités, et qu'elle peut l'accomplir sans devenir un garçon, qu'elle n'a pas besoin d'être un garçon pour ça. Quand j'étais enfant, j'étais en dysphorie de genre parce que j'aimais les petites filles de mon âge et qu'on m'expliquait que les garçons allaient avec les filles et les filles avec les garçons. Et donc je me suis dit, j'ai confondu sexe et genre de la même manière qu'il semble être le cas dans le discours là, pour l'instant, que je perçois en tout cas d'Assermendax, où je me suis dit... bah oui, je dois être un petit garçon, je rêvais de moi avec un pénis, je pensais que mon pénis allait pousser, etc. Parce que j'aime les petites filles. Et en réalité, du coup, si on me tient un discours à la moi de... Si j'avais 5-6 ans, pareil que notre amie Lucie à l'époque, si on me dit, écoute, non, ton corps, c'est toi, tu ne peux pas changer de corps, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas devenir un garçon... mais bonne nouvelle, en fait la limite ne se trouve pas là et tu n'as pas besoin d'être un garçon pour avoir tel comportement, telles envies, ça me semble être un discours qui va plutôt dans le sens de l'écoute de l'enfant. Si on explique à la petite Aurore de 6 ans ou à la petite Lucie de 6 ans, ah oui, tu te sens garçon, tu sais mieux que nous qui tu es, donc tu dois être un garçon, eh bien, c'est une écoute qui est partielle. On a l'impression qu'on écoute l'enfant, mais en fait, on n'a pas bien analysé les raisons pour lesquelles l'enfant nous tenait ce discours-là, et on l'aide pas... on l'aide pas correctement parce qu'on essaie de lui faire croire qu'effectivement il y avait une limite qui était due à son sexe qui en réalité n'existait pas. La psychanalyste continue. Pourquoi voudrais-tu tellement être un garçon, Lucie? Bah oui, là du coup c'est la question dont je parlais à l'instant. Si Lucie nous explique qu'elle veut être un garçon, la première question à lui... la chose à creuser, c'est d'où vient ce questionnement? Pourquoi est-ce que tu voudrais être un garçon? Que crois-tu être les limites de ton sexe? Et lui expliquer que non, en fait, lorsque ça ne sont pas, la volonté qu'elle aurait, si elle l'exprime, ce qui n'est pas le cas actuellement, de transition,
n'est pas nécessaire, puisque elle peut, avec son corps actuel, déjà déjà accéder à ses envies. Voilà, ça c'est bien. C'est bien ça comme question. Il faut arrêter de poser la question et ne pas supposer qu'on sait déjà que c'est juste un caprice comme de voler dans le ciel avec les oiseaux. Il faudrait surtout, je pense, demander à Lucie ce que ça veut dire pour elle de devenir un garçon. Si jamais elle répond que ce qu'elle veut, ce sont des chromosomes X et Y, ou bien avoir des testicules qui produisent des spermatozoïdes, alors là on pourrait lui répondre que c'est impossible en effet. Très bien. Mais si jamais être un garçon, ça veut dire autre chose pour Lucie, ce qui est probable de vous à moi, alors nous devrions peut-être sans doute revoir comment on lui répond. L'antagoniste poursuit. La vie de ton frère te semble mieux que la tienne? C'est possible, mais il faudrait savoir pourquoi. Son corps et son sexe te semblent mieux que les tiens? C'est ce que pensent beaucoup de filles, mais elles se trompent. Car si leur sexe n'est pas aussi apparent que celui des garçons, elles ont en revanche, à l'intérieur de leur corps, des organes qui leur permettront plus tard d'avoir des bébés dans leur ventre, etc. Bon, bref, très bien. C'est très bien. De rassurer l'enfant, de lui expliquer comment fonctionne son corps, d'écarter les idées reçues, les fausses hiérarchies, les mauvaises raisons de vouloir s'identifier à tel ou tel groupe. Très bien. Mais le problème, c'est que moi je ne connais pas Lucie, pas plus que vous, et la psychanalyste non plus. On ne sait pas comment cette jeune personne se sent. On ne sait rien des raisons de son questionnement, de sa biologie, de sa psychologie, de son environnement. Bien sûr qu'on sait rien des raisons de son questionnement, mais là on parle d'un paragraphe dans un magazine. Donc oui, bah bien sûr que la personne va répondre de manière un peu aléatoire, il ne va pas avoir accès à l'enfant pour lui poser ces questions-là. Et parce qu'on ne sait rien de tout cela, il est rationnel de se retenir d'affirmer ce qu'elle doit être et ce qu'elle ne peut pas être. Voilà, c'est ma position sur la question. Ça s'arrête là en fait. Qui a donné lieu à beaucoup d'attaques, à beaucoup de moqueries, à des vidéos. Oui, non, mais parce que là, il dit ma position s'arrête là. Moi, j'ai lu tout le thread, enfin, toutes les réponses et les arguments inverses, les personnes qui sont venues dialoguer. J'avais pas l'impression que ça s'arrêtait forcément là. Quand des gens bien intentionnés, qui font ça pour le fun et pour l'humour, s'amusent à aller pêcher ce que j'ai dit en 2019 pour créer du drama en 2023. Mais ils prônent l'amour, le respect et la bière. Hein. Et sur Terre, c'est les mêmes personnes qui font ça. On les voit. Et maintenant, je vous ai expliqué ça. J'ai mis une petite cartouche à Psyodélique et à De la Vie. Vous expliquer ce que je crois comprendre de ce que c'est que le genre. Partie de quelques éclaircissements sur le sexe et sur le genre, pour éviter, au moins un peu, que des tas de commentaires me fassent dire ce que je n'ai pas dit, et croiser un peu moins, j'espère, de caricatures stupides, je suis obligée de vous parler un peu du fond. Je vais le faire de manière... Alors là, il y a un petit texte à l'écran qui dit « Détail, je suis docteur en biologie. Toute objection à base de cours de SVT de collège ou de lycée risque de ne pas avoir l'effet escompté. » Fasse dire ce que je n'ai pas dit, et croiser un peu moins, j'espère, de caricatures stupides, je suis obligée de vous parler un peu du fond. Je vais le faire de manière concise, claire et prudente, j'espère, et je vous conseille d'aller vous renseigner ailleurs, à d'autres sources. Il y a plein de gens qui parlent de cela. Il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des gens sérieux. Suggérez, n'hésitez pas à suggérer des liens, en tout cas des noms de vidéos et de chaînes dans vos commentaires. Le mot sexe, en biologie, désigne plusieurs choses. C'est un peu compliqué, mais bon, fondamentalement, chez les animaux et les plantes, au moins, le sexe désigne la fonction de reproduction dans un processus anisogamique. Pour faire simple, les corps qui produisent des gros gamètes, ce sont les femelles. Les corps qui produisent des petits gamètes, ce sont les mâles. En gros, c'est binaire, c'est facile. En réalité, c'est pas si facile que ça. On pourrait discourir sur les espèces hermaphrodites ou sur les cas de changement de sexe au cours de la vie comme... Oui, mais on n'est pas dans une espèce hermaphrodite et on n'est pas dans une espèce qui change de sexe au cours de la vie. Donc, disserter là-dessus ne nous aiderait pas vraiment à comprendre le sujet. Des poissons poules qui montrent que la nature se fout éperdument de notre envie de tout ranger dans des cases. Voilà, donc binaire et facile, doucement quand même. Parce que là, il parle d'envie de ranger dans des cases. Bah oui, mais tu parles d'autre espèce. Donc, c'est pas forcément... Le fait qu'on soit en tant qu'humain sur la question du sexe rangé dans des cases n'est pas contredit par le fait que d'autres espèces ne se retrouvent pas dans les mêmes cases. C'est binaire, c'est facile, mais ça concerne uniquement les cellules sexuelles. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que vous n'avez pas connaissance de la taille des gamètes des gens autour de vous. Bah, ça concerne que les cellules sexuelles. Bah, non. Voilà, il dit que les cours de niveau collège vont pas avoir l'effet escompté, donc bien évidemment, je me doute qu'il le sait. Mais les sexes,
Le fait qu'un individu possède des gamètes d'un type ou d'un autre n'a pas de conséquences uniquement au niveau de ses cellules sexuelles. J'ai du mal à comprendre la phrase qu'il nous explique. On sait que, en tout cas chez les humains, on va avoir des impacts, des attributs sexuels primaires, secondaires, donc au-delà des cellules sexuelles seulement. Certains humains n'en produisent pas d'ailleurs. Ce n'est donc pas ce critère-là que vous utilisez pour décider de dire monsieur ou madame dans la rue, ou au bureau, ou en famille. Bon. Continuons avec le mot sexe. En biologie, on peut s'intéresser au déterminisme génétique. Nous possédons normalement une paire de chromosomes sexuels XX ou XY, où on trouve des gènes qui sont responsables de la mise en place des organes de la reproduction et des caractères sexuels secondaires, stature, musculature, répartition des tissus adipeux, largeur du bassin, autrement dit la silhouette, mais aussi la pilosité et la voix. Mais il y a des exceptions. Attention à l'expression l'exception confirme la règle. L'exception, elle ne confirme pas la règle. L'exception, elle met la règle à l'épreuve. L'exception, elle montre que la règle, en fait, finalement, elle n'est pas si vraie que ça. C'est pas grave, parce qu'elle montre aussi qu'il existe une croyance en l'existence de la règle. Et ça, c'est vrai. Sauf que la nature, elle s'en fout. Quand les êtres humains créent des règles et constatent des exceptions, c'est la nature qui leur dit votre règle, on s'en pète, elle n'est pas vraie. Hein. Donc, Mais alors non, la nature ne nous dit rien. Là, je suis étonnée qu'il utilise cette phrase. Et la nature n'essaye pas de nous dire votre règle, on s'en pète. C'est il y a des erreurs, il y a des je me souviens plus comment ça s'appelle quand dans les chromosomes on a au moment de la séparation cellulaire on a des petits couacs qui font qu'il y a une partie de chromosome qui va se rattacher à un autre, des choses comme ça. Bon, ce sont des petites erreurs. Mais c'est pas la nature qui nous dit on s'en pète de ta règle. C'est des exceptions. Vous n'avez pas accès aux chromosomes des gens, moi non plus. Et donc ce n'est pas le critère que nous utilisons, vous et moi, dans la vie de tous les jours, pour décider de dire monsieur ou madame. Les gens qui veulent décider à la place d'un enfant, qui ne peut pas être un garçon ou une fille, en fait n'ont pas vu ce chromosome. Mais je suis très étonnée par l'argumentaire qu'il met en place. On n'a pas vu les chromosomes de l'enfant, alors on est incapable de lui dire qu'elle ne peut pas changer de corps si on entend par garçon le fait l'appartenance au sexe mâle de l'espèce humaine et par fille l'appartenance au sexe femelle de l'espèce humaine. Je suis étonnée par la logique qu'il met en place là. Donc ce n'est pas ça leur critère. La présence des organes sexuels, voilà le... ça n'est pas ça leur critère. On dit juste à cet enfant qu'il est impossible pour elle de changer de corps puisqu'elle est son corps. Par contre, je radote, hein. Sur le reste, elle peut faire ce qu'elle veut, dans les limites de ses capacités. Critères utilisés pour enregistrer à la naissance les nouveau-nés dans la case garçon ou dans la case fille. Ça marche bien dans l'écrasante majorité des cas. Mais il y a des exceptions. On va nous sortir les intersexes. Ah, bah voilà. Et on peut pas... Ah, j'ai dit le mot exactement en même temps que lui, j'avais pas vu la vidéo avant. C'est le moment où il va nous sortir, où on va instrumentaliser les personnes intersexes sur la question du genre. Allons-y. Et du sexe. Résoudre toujours le problème de cette intersexualisation avec un couple d'historie. C'est plus complexe que ça. Ça prouve que ce critère... Oui, donc effectivement, on va être d'accord, c'est-à-dire que les personnes intersexes, elles naissent avec, avec un corps qui est différent de la norme, pour certaines d'entre elles, hein, d'ailleurs pas toutes. Et donc du coup, on ne va pas essayer on ne va pas. Malheureusement, c'est ce qu'on fait actuellement, mais on ne devrait pas mutiler ces personnes pour les faire rentrer dans des cases. Donc on est d'accord en fait. Enfin, on devrait l'être. Sauf s'il y a une nécessité médicale à retirer certains tissus qui peuvent être cancéreux chez les personnes intersexes. Il est imparfait, qu'il faut être prudent, un peu plus humble que ça. Mais de toute façon, en fait, corrigez-moi si je me trompe, hein,
Vous n'avez pas accès au contenu de la culotte ou du caleçon des gens quand vous les appelez monsieur ou madame. Ce n'est pas ça le critère. Oui, parce que le sexe, ce n'est pas seulement dans la culotte. C'est ce qu'on disait juste avant, et c'est ce qu'il a confirmé. Il parlait de répartition graisseuse, de voix, je crois qu'il a dû parler de taille moyenne. Enfin, on a d'autres critères que le contenu de la culotte pour savoir, dans la majorité des cas, le sexe d'un individu, même si c'est pas fiable effectivement à 100%. On ne palpe pas l'entrejambe, Didier. Okay, dans la vie de tous les jours, nous savons résoudre la question de la définition des hommes et des femmes en décidant d'appeler monsieur ou madame des gens. Et on le fait, non pas en vertu de leur gamètes, on ne les voit pas, de leurs chromosomes, on ne les voit pas, de leur partie génitale, mais en vertu de la présence des caractères sexuels secondaires, silhouette, pilosité et voix. On est d'accord. Ces caractères sont fortement corrélés à la présence des gamètes, des chromosomes et des organes sexuels. Et c'est pour ça qu'ils marchent. Ce sont des signaux efficaces. Et quand il arrive que les signaux sont ambigus, je sais pas trop si on est face à un monsieur ou une madame, bah écoutez, les gens normaux, bah ils posent la question. Et la personne, lorsqu'elle vous répond. Quel est un monsieur? Alors, mais j'ai rarement eu vent du fait qu'on demande à quelqu'un, lorsqu'on n'est pas sûr de son sexe, qu'on lui demande ses pronoms. Généralement, on essaye d'esquiver le sujet, de trouver une autre manière d'avoir l'information, ce qui est pas forcément une bonne chose, hein, effectivement. Demander serait peut-être plus pertinent, mais en tout cas, là, il dit que c'est ce que font les gens normaux actuellement. Je suis pas sûre. Monsieur, et ben vous l'appelez monsieur en fait. Vous n'allez pas dire, attendez, non, finalement, moi, ce que vous me dites, je suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait vérifier avec vos organes sexuels? On peut faire un cariotype, s'il vous plaît. Fournissez quelques gamètes, et puis après on décide. On ne sait pas ça. In fine, le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. Et vous le savez très bien, au fond de vous, que c'est ça le critère. Mais non, le vrai critère de quoi? Le vrai critère de ce qu'ils sont ou le vrai critère de ce qu'ils déclarent être? Si le vrai critère de ce qu'ils déclarent être, c'est ce qu'ils déclarent être, oui, on est d'accord. Si le vrai critère de ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils déclarent être, parce que parfois, on ne sait pas, il y a des personnes androgynes, et donc du coup, on a besoin qu'elles nous indiquent qui elles sont, dans une société où étrangement, on décide de parler les uns des autres en se référant à nos sexes en permanence. Là, l'argument, il me semble fallacieux. Pourquoi est-ce que ce que les gens déclarent d'eux-mêmes, c'est la réalité, c'est le critère, comme il dit? Et pourquoi uniquement sur cette question-là, du coup? Parce que si je déclare que... il prend souvent, dans ses émissions, il prend souvent un exemple avec le fait de conduire des bagnoles. Il dit que si je déclare que je conduis une Smart, j'ai pas besoin de fournir beaucoup de preuves, on se doute qu'il y a des chances que je conduise une Smart, voilà. Si je dis que je conduis un 4x4 sur la Lune, le niveau de preuve fourni va devoir être plus élevé. Logique. Mais du coup, il sait très bien dans cet exemple-là que ce que déclarent les gens, c'est pas la réalité de leur existence. C'est la réalité de ce qu'ils déclarent, tautologisme, mais je suis étonnée par sa phrase. Utilisé dans le champ social pour définir ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Si c'est pas ça, dites-le moi, parce que je veux me corriger. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais je dis que dans la vie de tous les jours, c'est ça le critère que nous utilisons. Et que peut-être, ça vaut le coup de se demander pourquoi. Parce que dans le dictionnaire, les gens adorent certains dictionnaires qui est utile pour savoir si vous avez le droit de mettre un mot au Scrabble, et pour le reste, le dictionnaire, à part l'orthographe, vous oubliez. Dans le dictionnaire, on dit que l'homme, c'est le mâle. Oui, c'est vrai que c'est marrant, ça, il vient de se rattraper en disant à part l'orthographe, parce que dans la vidéo précédente, il est en bisbille avec un youtubeur d'extrême droite, Pseudéique, et il a fait une vidéo que j'ai pas trouvée très pertinente, qui reprenait leur drama, on sentait qu'il en avait gros sur la patate, et il expliquait que Pseudéique ne savait pas utiliser un dictionnaire, et il semblait, pour lui ça semblait être un argument contre ce personnage-là. Il fait des fautes d'orthographe, il utilise des mots dont il ne connaît pas la définition. Bon, j'ai trouvé ça un peu maladroit comme critique contre Pseudéique, alors qu'on peut en faire pléthore de critiques contre ce personnage, mais là c'était assez étonnant.
Et donc du coup, il reprochait à Psychodélique de ne pas avoir de dictionnaire à côté de lui quand il fait une vidéo. Et là, il vient de nous dire, oui, le dictionnaire, mis à part au Scrabble, ça sert à rien. Et donc là, il vient de se reprendre en disant, oui, non, quand même, pour l'orthographe... de l'espèce humaine. Or, on l'a vu plus tôt, ce qui définit le mâle en biologie, ce ne sont pas ses poils, ou sa voix, ou son prénom, mais sa fonction dans la reproduction. Et ce qui définit une femelle, ce n'est pas qu'elle soit coquette, qu'elle porte des jupes, un sac à main, c'est qu'elle produise des ovules. Ah oui, c'est justement ce qu'on dit. C'est justement ce qu'on dit. On est d'accord, c'est bien. Et donc, il y a des mots pour nous aider à distinguer ce qui relève de la fonction biologique, de reproduction, du rôle social, codé, stéréotypé, étroitement lié au sexe, mais non confondu avec lui. Un rôle social par lequel les individus se placent eux-mêmes, et ça c'est important. Mais attends, Le rôle social, les individus se placent eux-mêmes? Bah non, justement. C'est bien le problème. C'est bien pour ça que on défend l'idée, nous, les féministes radicales, du genre comme étant une hiérarchie sociale, binaire, des hommes sur les femmes, et basée sur le sexe des individus. Ce n'est pas les individus qui se mettent eux-mêmes dans ces rôles sociaux. Alors là, je suis encore une fois étonnée. J'ai utilisé le mot étonné 150 fois dans cette vidéo, mais on va voir comment il nous explique que les individus se mettent eux-mêmes dans ces rôles sociaux-là. Se place nous-mêmes avec plein d'influence, mais à la fin, on se place nous-mêmes en fonction de nos source. dans une case ou dans une autre, bien transgression ultime. Certains considèrent que les cases sont imaginaires, construites par la société, et donc on peut les refuser. Pourquoi pas? Bah ça, en gros, on a un mot pour ça, c'est le genre. Et le mot est utile. L'ensemble des paramètres qui constituent le genre, c'est ça que nous utilisons tous les jours, vous et moi, pour savoir si on appelle une personne monsieur ou madame, si on a affaire à un petit garçon, à une petite fille. L'usage faisant loi en linguistique. Il me semble que si vous voulez absolument une définition à homme et femme, alors je ne dis pas qu'il faut en avoir qu'une, mais si vous en voulez absolument une, c'est du côté du genre qu'il faut creuser et pas du côté de la biologie. Et c'est un biologiste. Et pas Pourquoi du côté de la... Pourquoi est-ce qu'il faut se creuser du côté du genre pour avoir une définition à homme et femme? Il nous a expliqué que le genre, c'était le fait d'être coquette pour les filles, etc. Je ne sais plus exactement, hein, je ne sais pas du mot à mot ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on devrait utiliser pour considérer une personne dans la rue comme une femme? On va pas se baser sur les stéréotypes de genre. On est tous capables de reconnaître si une femme est non conforme au genre, mais qu'elle a des caractéristiques secondaires, des caractéristiques sexuelles secondaires qui nous donnent l'idée que c'est une femme. On saura le déterminer. Dans la plupart des cas, peu importe son comportement et son adhésion au genre féminin. La biologie. Et c'est un biologiste qui vous le dit. Et ceci est un argument d'autorité. Ah oui. Attends, on revient un petit peu en arrière. Certains considèrent que les cases sont imaginaires, construites par la société, et donc on peut les refuser. Pourquoi pas? Bah ça, en gros, on a un mot pour ça. Pourquoi pas? Bah moi j'ai envie de dire pourquoi surtout. Il nous explique que les non-binaires pensent que vu que les cases sont construites par la société, ça on est d'accord, elles sont imaginaires, donc déjà la causalité elle est un peu plus surprenante, et donc on peut faire comme si elles n'existaient pas. Ah oui, mais là c'est s'illusionner là. Et le mot est utile. L'ensemble des paramètres qui constituent le genre, c'est ça que nous utilisons tous les jours, vous et moi, pour savoir si on appelle une personne monsieur ou madame. Bah non, bah source. Bah, là je suis très étonnée. Source. un petit garçon à une petite fille. L'usage faisant loi en Petit garçon, petite fille, je suis un peu plus d'accord avec lui. Vu que le dimorphisme sexuel chez l'humain arrive à la puberté, entre un petit garçon et une petite fille, tu lui mets un neurose dans les cheveux, donc là, effectivement, on est plus sur du stéréotype de genre, et on va considérer cet enfant comme appartenant au sexe proche des stéréotypes associés. Donc fille, garçon, pourquoi pas. Homme-femme, je suis sceptique. mystique. Il me semble que si vous voulez absolument une définition à homme et femme, je ne dis pas qu'il faut en avoir qu'une, mais si vous en voulez absolument une, c'est du côté du genre qu'il faut creuser et pas du côté de la biologie. Et pourquoi? Et c'est un biologiste qui vous le dit. Et ceci est un argument d'autorité.
Parce que là, en se plaçant du côté du genre pour déterminer la définition de homme et de femme, bah, on valide en quelque sorte les stéréotypes qui y sont associés. Je comprends pas son argument. À cause de tout ça, je suis étonné par la confiance stratosphérique en leur propre jugement qu'expriment les gens qui affirment détenir la véritable définition des mots homme et femme, mais qui ne savent pas me dire pourquoi, sur quels critères. Ils peuvent interdire à une personne trans de s'identifier au genre qui ne correspond pas au sexe enregistré. Alors, on ne peut interdire à personne de s'identifier à un autre genre. La phrase veut même rien dire. On n'est pas dans la tête des gens, on ne peut pas interdire aux personnes de s'identifier, tout comme on ne peut pas... Attends, c'est quoi déjà la phrase qu'on nous reproche? On peut pas nier l'existence des gens, ou aller à l'encontre de l'existence, ou tous ces hommes de paille là qu'on nous fait. Non, le sujet n'est pas là. Bien sûr que les personnes existent, et bien sûr qu'elles peuvent s'identifier au sexe qui n'est pas le leur, ou au genre qui n'est pas le leur. Le sujet n'est pas là. Par contre, on peut pas nous demander de faire partie de cette illusion-là et de faire semblant qu'une personne n'est pas du sexe Qui est le sien, ou inversement. J'ai constaté une incapacité à argumenter correctement, proprement, de manière vraiment logique. Je constate la même chose de ton côté. Donc jusque-là, on est d'accord. On va pas se disputer là-dessus, on est tout à fait d'accord. Que ça manque de prudence d'être aussi affirmatif. Et que ça revient à vouloir essentialiser, biologiser l'ensemble des attributs traditionnellement. Ah ben c'est l'inverse. Il y a des codes sociaux. Et c'est l'inverse, justement, en s'intéressant, je radote, je suis désolée pour la 100e fois, mais en disant qu'une femme, c'est uniquement lié au fait d'être une femelle de l'espèce humaine et homme uniquement mâle de l'espèce humaine, justement, on ne colle pas, on ne rattache pas les stéréotypes de genre à la définition, alors que lui nous a dit l'inverse, que coquette, machin, ça allait dans la catégorie femme si on se rapporte au genre. Donc là, l'essentialisation, elle est de ce côté-là de la rhétorique. Elle n'est pas du côté où on dit, bah non, bah juste un individu a un sexe, et après, justement, il n'adhère pas déjà de lui-même de ce qui est mettre sur le dos des victimes leur propre oppression, hein. Donc on ne s'auto-met pas dans une case de genre, et le genre est juste une construction sociale hiérarchique de rôles sociaux qui est imposé aux individus selon leur sexe. Mais il n'est pas inhérent à l'individu de par son sexe. Et donc c'est pas le fait d'être une femme qui est lié de manière essentialiste au stéréotype de genre. Alors c'est un peu dur à avaler, mais le plus grand service que la zététique puisse nous rendre, c'est sans doute de faire admettre cette grande vexation. Ah, ça nous rendra plus humbles, ça ira mieux. Par exemple. Mais là, l'enjeu, c'est pas juste d'être vexé, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce débat-là, et que les gens sont venus débattre de manière peut-être un petit peu illogique. C'est que là, on n'est pas sur un sujet facile, comme il disait, comme pour les pyramides, on n'est pas sur un sujet facile, et on est un sujet qui impacte nos vies, et nos vies à tous. Les pyramides d'Égypte, les extraterrestres, etc., c'est un peu moins de l'ordre du quotidien, donc forcément... c'est pas le même... voilà, c'est pas, comme il disait, c'est pas aussi facile, et puis il n'y a pas autant d'émotions et d'implications. D'une définition. Nous serions bien ridicules de nous imaginer détenir une connexion privilégiée avec le réel, la vérité. Quand on pratique cette zététique-là, on a des scrupules à tracer des frontières et à dire aux autres qu'ils doivent les respecter parce qu'elles sont réelles, qu'elles ont le droit de les confondre. Face à ça, on se met à demander des réponses. Non mais, encore une fois, inversion accusatoire, hein. Ceux qui nous demandent de respecter des frontières, bon, sur le sujet là, quand tu demandes à une personne de parler de toi à la 3e personne en utilisant tel ou tel mot,
Là, tu places des bonnes frontières, là, quand même. Hein. T'as des bonnes certitudes. Raison de croire aux définitions utilisées pour interdire ou pour obliger les gens. Les définitions ont du pouvoir. On a le devoir de questionner ce pouvoir et de le contrôler. Partie 4, la politique n'est pas forcément ce que vous croyez. Y a-t-il une dérive politique de la zététique? C'est bien de poser la question, c'est bien d'être attentif à l'exploitation idéologique des outils, des idées, des connaissances, mais attention parce que l'influence politique n'est pas forcément là où vous la voyez. Relayer presque tous les jours les paniques morales de l'extrême droite. Tourner en ridicule le combat contre le sexisme. Dénoncer les abus de la frange gauchiste de Zen, mais taper tranquillement la discute avec Conversano, donner de la visibilité au cercle Cobalt, promoteur de sciences racistes, ça n'est pas apolitique, juste parce que le mec qui fait ça prétend que c'est apolitique. Oui, bon, là, c'est une petite rafale pour Pseudélique, qui est pas forcément démérité, hein, pas de souci avec ça. Par contre, tourner en ridicule le sexisme, Assermendax s'y connaît aussi pas mal. Il a un petit level dans ce sujet-là. Hein. Dans la sphère sceptique, on est très fort pour se moquer des platistes, qui se bouchent les oreilles, mais je suis désolée de vous dire que face aux études sur le genre, je vois un paquet de gens, pas du tout, dont l'attitude n'a rien à envier aux platistes. Et c'est très triste. Est-ce que la science, c'est politique? Donc encore une fois, des honneurs par association. Enfin, je sais pas si là, ce serait vraiment ce cas-là, mais voilà, il nous explique... c'est pas nous convaincre avec des arguments, mais c'est nous dire, en fait, si vous n'avez pas la vision que j'ai du genre et la vision que j'ai du sexe, vous êtes tels les platistes, quoi. Donc c'est... les gens risquent d'être plutôt convaincus par le fait de ne pas être insultés, de ne pas être considérés comme du mauvais côté de l'histoire et ne pas ressembler à des platistes ou à des complotistes, plutôt qu'être convaincu par une définition, par des arguments qui auraient été donnés. Mais dans un certain sens, un petit peu oui quand même, parce que les sciences se construisent au contact du reste de la société. Il y a donc une influence politique dans le recrutement des chercheurs, dans le financement des laboratoires et des travaux, dans la reconnaissance sociale, médiatique des résultats, dans les politiques de transfert des connaissances dans le public, dans l'utilisation ou non des connaissances dans l'éducation et dans les décisions démocratiques. La plupart du temps, c'est invisible, inodore, incolore, indolore, mais parfois, les résultats des sciences gratouillent là où ça nous dérange. On a connu ça avec l'héliocentrisme, rappelez-vous, hein, la Terre tourne autour du Soleil, ça dérangeait du monde, c'était politique, et ça a été, et ça continue d'être un petit peu le cas avec les sciences de l'évolution. Là, ce que je trouve assez amusant, c'est que lorsque des complotistes ou lorsque des gens qui ont des idées un petit peu étonnantes défendent leurs idées, généralement, ils se comparent à des scientifiques dont les connaissances n'ont pas encore fait consensus. Ils se comparent à Galilée, ils se comparent et Assermendax, avec raison, les remet à leur place en disant « Mais attendez les gars, non, vous n'êtes pas juste des scientifiques incompris sous prétexte que les gens ne sont pas d'accord avec vous. » Et là, il nous fait un petit peu le même argument, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire qu'il nous explique que des découvertes scientifiques précédentes n'ont pas été acceptées directement par le grand public, et donc ça sous-entend que là, notre réticence à sa définition du genre serait en réalité comme une réticence de l'époque sur le fait que la Terre est ronde et non pas plate. Donc je suis étonnée qu'il utilise cet argument alors qu'il le débunk très bien chez ses contradicteurs lorsqu'il l'utilise. S'il y a une chose que mon travail sur les conséquences de la théorie de l'évolution m'a apprise, c'est que les étiquettes que nous posons sur les objets de la nature, et en particulier sur les êtres vivants, sont fatalement erronées. Nous créons des catégories pour ranger les êtres. C'est frénétique, on ne sait pas faire autrement pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. D'accord. Alors, c'est frénétique de mettre les êtres dans des cases. Disons que je suis en partie d'accord avec lui, en partie en désaccord. Parce qu'en fait, en réfléchissant, je me dis, bah oui, donc du coup, c'est ces discriminations basées sur notre sexe qui sont la cause du sexisme qu'on vit aujourd'hui. Et donc ça, on pourrait le placer dans le fait de catégoriser frénétiquement les humains et donc de les traiter différemment. Mais du coup, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des bases pour produire de la connaissance sur ces discriminations et ces comportements qui sont basés sur ces catégories-là. Quand j'étais à l'université, j'avais un
un ami comme ça, punk à chien, qui me disait non mais pourquoi tu te mets dans une case lesbienne, homo, hétéro, on est tous des humains. Donc il y a 2 conséquences à ce genre de discours. Premièrement, essayer de me faire lui sucer la bite, puisque si on est tous des humains, si je ne suis pas lesbienne, alors je peux relationner avec un individu qui en réalité ne m'attire pas sexuellement, puisqu'on essaye de supprimer la définition des mots et donc du coup d'ouvrir tout un concept derrière, où vu que nous sommes tous humains, on devrait ne pas s'intéresser à la réalité qui est derrière ces mots d'hétéro et de lesbienne, qui est l'orientation sexuelle. Donc premièrement, et deuxièmement, eh bien, si on fait disparaître ces mots-là, on ne peut plus s'intéresser à la réalité de qui viole qui, de qui tabasse qui, et du mariage pour tous qui n'était pas encore passé, enfin voilà. Et donc évidemment, les catégories hommes-femmes, bah, ça va entrer dans le périmètre des sujets que je vais être amené à traiter. Et évidemment, ça va déranger les certitudes de certaines personnes. Si ça vous dérange, vous, moi j'ai rien contre vous, je ne suis pas votre ennemi. Si ça vous dérange, vous, comprenez bien que ce n'est pas mon but de vous déranger, de vous agacer, de vous énerver. Et retenez-vous, au moins au début, s'il vous plaît, de sauter sur l'idée que je le fais par idéologie pro-ceci ou anti-cela, parce que j'ai été matrixé, manipulé, que j'ai perdu toutes mes facultés d'analyse. Alors, je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'il est fallacieux de partir du principe que si on tient un discours X ou Y, on le fait par idéologie, même si effectivement je pense que c'est le cas pour Assermendax, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il se permet de le faire pour ses contradicteurs, ce que je comprends, hein, je le fais pour lui, donc je vais pas cracher sur le fait qu'il le fasse avec ses contradicteurs, mais là il vient de nous dire il faut se retenir de faire ce genre de liaison-là. Et pourtant il nous expliquait en début de vidéo que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, bon bien sûr là je suis en train de faire un homme de paille, je déforme légèrement ses propos, mais il nous expliquait que c'était parce qu'ils appartenaient à l'extrême droite. Ou en tout cas, c'est pas vraiment ce qu'il a dit que des gens d'extrême droite l'attaquaient, ce qui là est factuel. Mais du coup, sous-jacent, il y avait ça, il y avait le fait que si on l'attaque, potentiellement, on est d'extrême droite. Donc que nous aussi, ce serait par idéologie que nous serions dérangés par ses propos, par son scepticisme concernant les définitions basées sur le sexe de femmes et d'hommes, de garçons et de filles. Être bousculé, irrité, agacé par la zététique, vous savez bien que ça fait partie du processus. Ok, alors, repartons sur notre Galilée des temps modernes. Ça ne veut pas dire qu'on est force de la mauvaise foi, de l'agressivité, des gens qui s'écoutent pas, qui pensent qu'ils ont compris les autres, qui sont des fions, voilà. Et vous allez devoir, tout seul, vous faire un avis dans ce bordel ambiant. Et j'en suis bien désolé. Ça peut sembler compliqué. Et je vous propose une solution momentanée. Vous avez le droit de suspendre votre jugement. Vous pouvez écouter, questionner. Oui, mais voilà, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que quand on parle ufologie, quand on parle pyramide qui a été construite par les aliens, on peut suspendre notre jugement, ça n'a pas d'impact. Mais là, on peut pas. On peut pas dire, bah tiens, je vais suspendre mon jugement et ne pas me faire d'avis et ne pas agir et ne pas m'exprimer sur des choses qui impactent la lutte féministe, qui impactent la santé et la sécurité des enfants, qui impactent les lesbiennes, hein, puisque les femmes qui transitionnent actuellement, il faudrait que je vérifie les sources. J'avoue que je ne l'ai pas fait pour l'instant, je me suis basée sur ce que les camarades... donc je me comporte comme dans n'importe quel dogme, à faire confiance sans vérifier. Mais paraît-il que c'est majoritairement les jeunes lesbiennes actuellement qui transitionnent. Donc on peut pas être simplement en suspension de jugement comme on nous le demande. Et puis il y a aussi une pression assez forte hein, quand même quand tu suspends ton jugement, tu peux déjà être qualifié de TERF, de transphobe. Hein. Et ne pas prendre parti. Et il me semble sage d'attendre, d'avoir de bonnes raisons de tenir une opinion. On n'est pas bête lorsque on admet qu'on n'en sait pas assez sur un sujet pour avoir un avis. C'est une preuve d'intelligence.
De mon côté, avec l'équipe de la STEC, je vais continuer de faire mon possible, de mon mieux, c'est-à-dire mal, sans doute, mais bon, je vais tenter de continuer de débunker des idées reçues, de vulgariser les travaux scientifiques, de contribuer à vous aider à questionner les certitudes, les dogmatismes, les automatismes, les atavismes et mauvais argumentaires qui cherchent à faire passer le camp d'en face pour un ramassis d'abrutis. Oui, ce que tu fais aussi, hein. Et avant de vous quitter, franchement, vous avez cru, vous, à cette histoire, que je serais incapable de distinguer une fille d'un garçon? Vous avez vu la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour réagir à un récit aussi bête qui est partagé sur les réseaux et qui me revient dans la figure? Alors là, pareil, hein, je suis très étonnée par la phrase qu'il vient de nous dire, puisque il nous a expliqué dans son thread Twitter et il nous a réexpliqué dans sa vidéo que lui, il suspendait son jugement et que lorsque les gens lui donnaient des définitions sous son tweet d'origine, qu'il en était pas sûr, quoi. En tout cas, il semblait dire que c'était pas si évident que ça de savoir ce qu'est une fille et un garçon, puisque de toute façon c'est tout le but de sa vidéo. Donc lorsqu'il dit mais vous y avez cru que je ne savais pas définir ou que je ne savais pas ce que c'était qu'une fille, je crois que c'est ce qu'il nous exprime depuis tout à l'heure, ce scepticisme, ce doute sur ce qu'est une fille et un garçon. Donc je sais pas pourquoi il s'en émeut, puisque il me semblait que c'était justement ce qu'il défendait.